À 16 ans, j'aurais bien aimé faire du théâtre et je me suis dégonflé parce que c'était une profession plutôt aléatoire. Et dans mon esprit, c'était bien d'exercer une profession artistique, mais quand on voulait, comme on voulait, libre. Donc j'ai fait les arts déco. Est-ce que faire de la BD, c'est sérieux aux yeux des autres? Il y a deux catégories de personnes, ceux qui effectivement trouvent ça sérieux, considèrent ça comme un métier artistique, ça l'est d'ailleurs, et puis l'autre catégorie de gens qui ne trouvent pas ça sérieux, qui pensent que c'est un genre mineur. Alors ceux qui s'intéressent à l'art disent mais vous faites la peinture à côté, et ceux qui s'intéressent à l'économie disent mais on gagne sa vie avec ça. Est-ce que ce n'est pas choisir de rester éternellement en enfance et utiliser son côté sale gosse pour dénoncer le monde? C'est pas à choisir, mais ça l'est, c'est un boulot infantile. D'ailleurs, les enfants s'y trompent pas quand ils voient leur papa dessiner toute la journée. C'est pas un métier de papa, c'est un métier qu'ils exercer eux-mêmes. Et la plupart de mes confrères, d'ailleurs, sont des enfants. Ils sont enfermés toute la journée à dessiner et ils sortent pas. La seule personne qui voit, c'est leur maman. Mais en l'exerçant assez longtemps, on se rend compte quand même que c'est un métier assez technique avec une construction, une habileté de grand. Et être dessinateur uniquement, ça c'est bébé. Être auteur de bande dessinée, ça c'est grand. Le dessin dans sa fonction artistique, les beaux-arts, l'art pur, c'est tout ça. Dans la bande dessinée, qui est quand même un récit, c'est une succession routinière de cases et un travail de moine copiste. Et il faut arriver à s'insuffler suffisamment d'énergie artistique pour faire de belles cases qui accompagnent le récit. Dire le beau à tout prix ne doit pas se sentir. Le dessin, c'est au service de l'histoire et l'esthétique du dessin ne doit pas justement occulter l'histoire, la faire oublier. Bernard Lermite, j'ai pas trouvé son nom tout de suite. J'avais dessiné ses aventures pendant un an dans les journaux. Au bout d'un an, quand il y a eu la matière à faire un album, il a fallu trouver un nom à ce héros de bande dessinée. Et il m'est apparu que sa personnalité était celle d'une éponge. Il n'avait pas d'aventure propre, pas de personnalité propre. Il était juste un prétexte à attirer d'autres aventuriers qui créaient l'aventure. Et ça m'a fait penser à ces crustacés, mollusques, les Bernard Lermite, qui en fait volent l'habitation des autres, la personnalité des autres. Et c'était, comme il y a le Bernard Lermite, c'est un nom qui me faisait rire. Si, bien sûr, mais maman m'attend. Mais moi j'ai l'impression d'être neutre aussi, de montrer au monde une passivité affligeante, alors qu'il y a une révolte permanente, mais que je ne peux manifester que par soit de la mauvaise humeur, soit à faire des histoires où je mettrais des personnages en scène des personnages comme ça, ou alors des grandes gueules, des forts en gueule que je pourrais être parce que je connais leurs sentiments, mais que je ne pourrais pas exprimer moi-même parce que je suis trop coincé. Pensez-vous, elle est vachement plus forte que moi. Je suis con, j'aurais dû épouser une executive woman. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, les femmes sont plus fortes que les hommes? Ça dépend desquelles. En tout cas, une qualité qui fait défaut aux hommes, c'est la ténacité. Maintenant que les femmes s'expriment, on les laisse s'exprimer, elles risquent d'être les plus fortes. Est-ce que vous êtes un homme-objet? J'aimerais bien, mais j'ai pas l'occasion. Maman a dit que si tu ne travailles pas bien, tu ne seras jamais executive woman. Je m'en branle, Charles-Édouard. Mon truc, c'est putain sexuel. Êtes-vous séduit ou traumatisé par les executive women? Séduit, pas traumatisé. Je suis pas en compétition avec elle, il n'y a pas de traumatisme possible. Mais de quoi viviez-vous? Mes parents m'entretenaient. Et ils vous ont coupé les vivres. Et qu'est-ce que vous cherchez comme genre d'emploi? Si des parents cherchent une bouche à nourrir, je veux bien la place. Est-ce que vous pensez que d'être entretenu, c'est de l'infantilisme? Oui, il faudrait réhabiliter l'infantilisme. On perd de l'altitude. Mademoiselle, un verre, vite, le dernier. Avez-vous peur en avion?
J'ai eu très peur. Moi, j'ai pris l'avion la première fois à 30 ans et c'est un âge où on se rend compte quand même que c'est pas normal tout ça. Puis on finit par s'habituer comme tout le monde. Mais, en fait, je m'y habitue pas, j'ai toujours très peur. Moudougou signifie mou en javanais. C'est le laisser aller. Ce qui fait mal, c'est de se débattre. La vie ne s'acharne pas sur ceux qui baissent les bras. Nous ne sommes pas des clodos, mais des Moudougous. Mais j'en suis un. Les nécessités sociales, économiques me contraignent à l'action. Sinon, je crois que j'aurais très bien pu vivre très heureux, à me contenter de regarder sans intervenir. Dans un cadre agréable, quand même. Dans la rue, je marche, je parle à personne, les gens que je croise, s'il y a quelqu'un qui a une tête bizarre ou un comportement bizarre, alors là, j'imagine le dialogue que je pourrais avoir avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Et c'est une situation, le fameux dérapage. Un truc réel, on tombe dans des situations invraisemblables que je me garde bien de provoquer dans la vie parce que je trouve ça plutôt pénible. Oui, mais toi, tu es fortiche. Où as-tu déniché ce don, Jean? Don Juan des précédents, Don Giovanni déjà pris, Don Jones aucun rapport, donc Jean. Non, le personnage de Molinier dans Don Juan, c'est pas un cynique. Un cynique, c'est une personne qui participe à une mauvaise action, sachant que c'est une mauvaise action, pour en tirer un profit. Elle se dit, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Ça, c'est une attitude cynique. Molinier, lui, il se contente de dire la vérité, de dénoncer de mauvaises actions, mais c'est ce qui énerve les gens, et qui, par conformisme, sont toujours prêts à couvrir des vilaines actions, à partir du moment où elles sont faites par des gens bien élevés, ou c'est à la mode. C'est un pur alors en fait. C'est ça, c'est un vrai pur. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas, lui, perçu comme un pur par les gens qui ont pu le lire, alors que moi, je ne fais que reprendre le personnage de Tirso de Molina et le convertir dans une monnaie actuelle. Ah, tu es là, toi? Tu étais au travail? Mon pauvre papa, vous savez bien que je n'en branle pas une, que je me contente de piquer tout son pognon à ma femme. Est-ce que c'est ce que pense votre père? J'espère que non. J'en sais rien. Non, je crois pas, mais on ne saura jamais. Le Porel lui dit « Vous n'êtes jamais tombé amoureux ?» et il lui répond « Non, mon cœur était déjà pris. » Sans blague. Par qui? Mais par moi. Mais c'est terrible quand même, parfois il est terrifiant ce genre. Pourquoi lui, la plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens n'aiment qu'eux et ils sont incapables de le dire et ils savent même pas. Ce faisant, il est condamné à la solitude. Imbécile de bourgeois, salement attaché à la pensée toute faite. La seule qualité que je leur accorde est le sens du confort. Le bourgeois, l'art de vivre bourgeois, c'est cette classe moyenne garante de démocratie qui, en fait, ont copié l'art de vivre aristocratique des seigneurs qu'ils ont fini par mettre en bas. Et je trouve que c'est une volonté très, très humaine de vouloir vivre dans la beauté, dans l'harmonie, entouré d'art et de belles choses. Parce que moi, vivre le cul dans la poussière, dans l'ordure, dans ses propres déjections, c'est un truc que je supporterais pas bien longtemps. On réalise que le bonheur est fade et qu'on s'ennuie. Et là, on s'imagine, on souhaite presque une vie précaire, difficile, où les choses sont à conquérir, ne serait-ce que quelques moments de répit, de paix. Et si on arrive à les gagner, là, c'est du bonheur pur jus. Voilà, il y a d'abord la première phase, c'est le crayon. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est l'ancrage. Pour une planche avec une bonne journée de travail, c'est une demi-planche, je veux dire, ça. Une énorme journée, on peut faire la planche entière. Pour un album en rythme tranquille, c'est 9 mois, une gestation normale. Sinon, en allant très vite, ça peut être 6 mois. Je crois que les gens ne mesurent pas, là, en lisant un album en une demi-heure, le temps que nous autres, on y est passé.
ôter les Anglois hors de France, Oncle ne vit jamais plus rude tâche. Point n'aurait dû ôter mon Walkman. Guerroyer est affaire d'homme. Chevaucher mes chauffes vulves. Point ne m'ont cru, ils m'auront cuite. Que ne suis-je nommée Mireille? Silence, la pucelle. Y en a qui gousteraient sommeiller. Demain, y a école. Va te faire tester par mains enfantaux. Eh, messire de Réduc. Hi hi hi. Quand j'ai dessiné L'amour-propre, la bande dessinée, c'était en toute spontanéité. Moi, je voulais juxtaposer une ambiance bonne éducation bourgeoise avec justement une pornographie bon teint. Et quand le livre est sorti, il est sorti comme tous les autres. Et puis le succès est venu après, quand j'étais à faire autre chose. Donc moi, j'ai même pas réalisé. Mais c'est vrai qu'après coup, c'est eu de l'ampleur. Et comme c'était pas un coup, moi j'étais sidéré, et on va se rendre compte quand même que ce qui fascine les gens, c'est le sexe. Et ça a eu beaucoup de succès à cause du cul. C'est toi qui as décidé dans L'amour-propre de faire ton film sans rien montrer, en suggérant tout? Je ne pouvais pas vous montrer ce qu'il y avait dans l'album, parce que l'album étant dessiné, c'était une... Il ne pouvait pas y avoir de cette laideur pornographique qui n'était pas le but. Quant à faire de la beauté érotique, j'ai toujours trouvé ça un peu tarte au cinoche. Et puis avoir des comédiens qui allaient me filer ça, un truc parfaitement bandant, tout en n'étant pas dégueu. Moi, je ne me sentais pas capable d'obtenir. Et tout qui est accepté, qu'on a préparé le film, personne ne voulait le faire, ce film, parce qu'il était tout soupçonné que ça allait être un porno, qu'il y aurait des backshots, et puis que c'était une production suspecte. Il y en a une qui m'a fait quand même un truc, une déclaration formidable. Je ne peux pas faire ce film parce que si je fais ce film, j'anéantis toutes mes chances de tourner un jour avec Pinotto. Ça m'a quand même... que l'avenir soit Pinotto, je trouve ça... Elle a tourné avec Pinotto. Bonjour madame. Ah, je vois que je dérange. Pas du tout. Je me faisais juste enculer sous la douche. Mais je m'étais tellement laissé prendre dans mon rôle de cul serré que... Là, j'ai pas rattrapé le truc. Moi-même dans le rythme, je trouve justement ce ton, il y est par moments, miraculeusement, il y a une petite séquence qui file bien, et puis après on tombe, mon Dieu que c'est le gros bain, mais ça parce que je ne savais pas du tout comment ça se passait, et que dans le tournage on ne sait pas ce dont on a besoin, et puis après au montage on mesure tout ce qui manque. Moi je voulais faire un film chic et froid, j'ai eu du mal à les convaincre. Mais tout ça... C'est tellement excitant qu'on ne fait même pas gaffe. C'est après qu'on voit ça, qui est pas suffisant. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Bonnes adaptations, ce qui est emmerdant, c'est que les gens ont l'impression de l'avoir déjà vu, alors ils sont moins surpris, ils ont vu le storyboard avant, alors c'est pas drôle. Les gens ils viennent avec leur propre vision, des dessins comme ça, ils voient un vrai mec. C'est qu'un dessin. Et ils entendent sa voix, ils entendent son... Alors quand il y a un acteur qui fait ce qu'il peut, ils se disent, oh là c'est en dessous. C'est en dessous. Il y avait un feuilleton radiophonique qui avait été fait à partir des aventures de Tintin. Il y avait un enfant qui avait eu la phrase qui explique tout, et on lui demandait alors qu'est-ce que tu penses de ce feuilleton radiophonique. Il dit non, c'est pas bien, c'est pas du tout la voix de Tintin. Bon, sans vouloir dépoétiser l'acte, parlons un peu technique. Avez-vous entendu parler du point de Grafenberg, autrement dit la zone G? Je ne crois pas. Tu l'as trouvé trop proche.
Parce que les filles, tu peux mener des enquêtes, elles disent rien. Comme s'il y avait une espèce de secret à préserver, si on le savait, on obtiendrait une... J'ai jamais rien réussi à savoir par les femmes, c'est-à-dire ce qu'elles peuvent raconter. Tu peux par expérience arriver à tirer quelques questions, mais même. Elle manque beaucoup. Ah la vache. Alors que nous, bravo, qu'on est là, écoutez, c'est comme les clébards avec une oreille qui se tend, et puis peut-être que les mecs sont pas comme ça, mais si t'es un peu intéressé, t'as tendance à vouloir y porter du crédit. Alors après dire, bon, donc elle m'a menti, alors qu'est-ce que ça voulait dire Je comprends bien leurs aspirations, leurs trucs, qui sont les mêmes que les nôtres, mais la façon dont elles s'y prennent, il y a aussi plein de trucs où je ne comprends rien. Il y en a qui sautent le pas. Enfin, qui trichent, ceux qui deviennent homosexuels, d'un côté comme de l'autre, mais ça ne résout rien. Mais des femmes que j'ai vachement aimées, mais vraiment adorées, avec des baises d'une tristesse, d'un ennui, t'es content de la prendre dans tes bras, c'est le meilleur moment presque quand tu l'as dans tes bras, ou de tenir par la main, ou la baisse proprement dite, c'est-à-dire la partie de trou du cul, pas rigolote, et parfois formidable, et puis des filles que j'ai pas aimées du tout, que je trouvais vulgaires, ou moches, ou qui ne m'attiraient pas. Il y a un truc qui m'attire toujours, une tête ou un esprit, et là avec les baises les plus merveilleuses du monde. Ça, j'ai pas encore compris. Les mecs qui sont des baratineurs, ça marche avec certaines filles, et des filles qui sont des séductrices, qui font des tas de gonzesses. Et ça marche avec certains mecs aussi. Ce qui reste le plus satisfaisant en matière de cul, c'est la séduction. Aujourd'hui, ça dépend des jours. Puis je sais pas. Mais c'est... je sais pas, je me souviens pas. C'est tellement vieux. Oui, je pense que là, effectivement, le moment où on sait que la cité va tomber, c'est tout le monde plus satisfaisant. Pour le reste, on pourrait dire autre chose que satisfaisant. Mais les hommes qui tirent une pouffe debout, ils viennent de rencontrer, ils sont séduits par quelque chose. Un truc les excitera. L'excitation, c'est de l'amour, ils ne vendraient pas. Tu crois que la fidélité, alors c'est un truc un peu bidon, un truc... Non. De toute façon, c'est même être leur demander est-ce qu'ils supporteraient que leur femme fasse pareil. À mon avis, non. Alors, pourquoi eux? On peut dire oui, parce que les mecs, de toute façon, ils ont plus besoin. Ce qui est vrai. Plus besoin de diversité ou de faire l'amour? Je crois de diversité. Je crois que l'homme est profondément polygame. La société le dresse, elle va pas l'être.
Je crois qu'un homme est vachement frustré. Tu penses que c'est souvent la femme qui prend l'initiative dans un couple d'avoir des enfants? Pas généralisé, mais souvent c'est le cas. Je crois que les mammifères, globalement, effectivement, baisent et se cassent. Et c'est en tout cas ce que ressent un homme profondément. Moi, je me sens un instinct paternel, et je connais plein de gens qui l'ont. Je connais plein de pères qui font exactement ce qu'il faut, mais sans plus d'amour que ça. Ils assument d'un point de vue économique et ils restent avec la maman dans le meilleur des cas, mais il y en a plein qui se débrouillent pour quand même rentrer après l'heure de coucher des enfants et se trouver toutes sortes d'activités le week-end pour éviter de se trouver avec ces créatures bruyantes et malodorantes dans certains cas. Je ne crois pas qu'il y ait de règles. Quand il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir réellement de mésentente, mais le problème de l'amour, c'est que c'est fluctuant. Il y a des jours où on aime ses enfants, et puis d'autres qui font un peu chier. Alors il faut arriver à une espèce de milieu. Peut-être pas d'amour, alors d'amitié. Tout ça pour dire que je ne crois pas à l'instinct maternel naturel. Il n'est pas plus réel que celui de père. En revanche, le besoin d'enfanter est, je suis sûr, beaucoup plus réel que chez le père. Alors tu penses qu'ils restent avec la mère parce qu'ils sont obligés? Les papas? Oui. Non, parfois ils sont contents d'être avec la mère et ils seraient encore avec la mère même s'il n'y a pas d'enfant. Quoique. Mais oui, souvent. De toute façon, il faut bien rester quelqu'un, alors c'est. On peut changer tous les 2 ans, c'est possible aussi, mais c'est très compliqué. Tu crois que suivant son métier, on aime plus ou moins ses enfants, ou c'est... Question de disponibilité, oui, bien sûr. Parce que moins on s'occupe d'un enfant, moins on comprend. Donc plus les casse-couilles quand on le rencontre. Et au contraire, mieux on le connaît, et mieux on le comprend, et moins on a de peine à s'en occuper. Et toi, t'as eu 2 petits garçons? Oui, ils sont 2 grands garçons maintenant. Mais moi c'est bien, mais maintenant qu'ils sont grands, c'est difficile à... Pour l'instant ça se passe toujours bien, mais je sais que je suis à l'orée des moments où ils vont me cracher la gueule. Et je sais que ça va me faire mal. Et que je me demande comment je ferai pour ne pas leur dire comme les mamans, disant mais après tout ce que j'ai fait pour toi. Je vais sûrement leur dire un jour. Il s'appelle comment? Il s'appelle Charles et l'autre s'appelle Lambert. Les enfants, c'est comme les bergers allemands, ceux qui sont méchants, c'est la faute de leur maître. J'étais d'une sincérité là.